en long aussi longtemps que possible jusqu'à ce que le médecin dise « Attendez de commencer à boiter, puis faites une prothèse de hanche ». Alors, j'y suis allé. Ma femme m'a emmené, moi et Yolanda. En 2010, Steve Carell s'est assis pour ce qui semblait être une interview normale avec la BBC. Il a fait un commentaire anodin sur la possibilité de quitter The Office après la saison 7. Les médias ont explosé et les gros titres ont hurlé partout. Mais voici ce que personne ne savait à l'époque. Steve ne voulait pas vraiment partir. En coulisses, quelque chose de bien plus sombre se passait. Les dirigeants de NBC prenaient des décisions qui allaient détruire le cœur de la série. La distribution a raconté la même histoire pendant des années. Ils se sont tenus au même scénario sur la famille et le timing. Mais la vérité a finalement éclaté, et ce n'est pas ce que tout le monde attendait. Steve Carell est né le 16 août 1962 à l'hôpital Emerson de Concord, dans le Massachusetts. Il était le plus jeune de 4 frères dans une famille travailleuse. Son père, Edwin, travaillait comme ingénieur électricien et sa mère, Harriet, était infirmière psychiatrique. Leur nom de famille était autrefois Carouselli, mais Edwin l'a changé en Carell pour qu'il soit plus facile à retenir. Ce petit changement en disait long sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles immigrées en Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Il vivait à Acton, dans le Massachusetts, où l'argent était rare et où tout devait être partagé entre les garçons. Même si les temps étaient durs, la famille veillait à ce que l'éducation passe en premier. Steve a commencé à utiliser l'humour très tôt pour gérer le stress. Et à l'âge de 10 ans, c'était déjà devenu sa façon de gérer la pression. Grandir dans les années 1960, alors que le revenu familial moyen était d'environ 6 000 $ par an, lui a appris à garder les pieds sur terre, une chose qui est restée avec lui longtemps après qu'il soit devenu célèbre. À Acton, Steve est allé à la Fenn School pour garçons, puis est passé à la Middlesex School où les choses sont devenues plus intenses. Il a joué au hockey sur glace et a choisi d'être gardien de but, qui est l'un des postes les plus difficiles de l'équipe. C'était dans les années 1970, lorsque l'équipement de protection n'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui et que les jeunes joueurs de hockey étaient souvent blessés. Les rapports de cette époque montrent plus de 10 000 commotions cérébrales par an aux États-Unis à cause de ce sport. Il n'y a aucune trace de blessure grave de Steve, mais le fait d'être dans cette position lui a appris à être dur. Il a également commencé à jouer dans des pièces de théâtre à l'école, même s'il était un enfant calme qui avait du mal à communiquer avec les autres. Cette solitude l'a poussé plus profondément dans la comédie. Au moment où il a obtenu son diplôme en 1980, son amour pour la scène s'était développé et il a décidé de continuer dans cette voie à l'université de Dennis, dans l'Ohio. En tant que petit garçon timide dans la banlieue du Massachusetts dans les années 1970, Steve n'a pas eu la vie facile. Il a été harcelé à l'école pour être silencieux et physiquement plus petit que les autres. Dans des endroits comme Fenn et Middlesex, il se sentait souvent comme un étranger. Des années plus tard, les gens ont remarqué comment sa maladresse dans la vie réelle semblait résonner à travers son personnage, Michael Scott, dans The Office. En 1975, vers l'âge de 13 ans, Steve transformait déjà les moqueries en blagues pour se protéger. Cela l'a aidé à gagner en confiance, mais l'impact s'en est resté avec lui. Selon le CDC, environ un enfant sur 5 était victime de harcèlement à cette époque. Et l'expérience de Steve n'était qu'un exemple de la façon dont de nombreux enfants ont trouvé un moyen de transformer la douleur en quelque chose de créatif. Pour Steve, c'est devenu le genre d'humour auquel les gens pouvaient s'identifier. Son côté italien vient de son grand-père, qui avait changé le nom de famille de Carouselli en Carell, probablement pendant la vague d'immigration des années 1920. C'était une époque où plus de 4 millions d'Italiens étaient venus en Amérique, souvent confrontés à la discrimination et à la suspicion. Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide liant sa famille au crime pendant la Grande Dépression, de nombreuses communautés italiennes ont été injustement associées à des gangsters comme Al Capone.
Des rapports du FBI des années 1930 ont même montré 5000 arrestations liées à la mafia rien qu'à New York. Pour Steve, ces histoires étaient plus une question de courage de la survie des immigrants que de sombre passé. Il n'a appris davantage sur cette histoire familiale qu'aux alentours de 2005, alors qu'il était déjà en train de devenir une star. Et cela lui a donné une nouvelle appréciation de ses origines. Pendant les mois d'été de son adolescence dans les années 1970, Steve a occupé des petits boulots, comme tondre les pelouses et distribuer des journaux à Acton. Il gagnait environ 1,50 $ et 50 cents de l'heure, ce qui était correct à l'époque, même si l'inflation avait atteint 11 % en 1975. Il n'édia pas d'histoire confirmée de lui ayant été volé sous la menace d'un couteau à l'âge de 12 ans. Mais son travail de facteur est arrivé plus tard, en 1984, juste après l'université. Il a démissionné après seulement 6 mois parce que le travail était trop exigeant. Ses premières années lui ont appris le travail acharné, la responsabilité et comment rester vigilant. Il parcourait de longues distances de livraison par tous les tâtons, se sentant souvent exposé et vulnérable. Mais il a continué. Ses petits emplois l'ont aidé à économiser pour l'université et ont façonné sa vision de la vie. En 1980, il avait fait ses valises pour Chicago, poursuivant un rêve qui ne ressemblait en rien à ses modestes débuts. De retour à la Middlesex School, Steve est resté occupé. Il a joué au hockey sur glace et à la crosse, montrant que, même s'il était calme, il avait de la détermination. Il a également rejoint un corps de cornemuse et de tambours avec sa famille, se produisant dans des défilés historiques. Il n'y a pas de traces confirmées qu'il ait mis en scène des sketchs rebelles, se moquant des professeurs ou ayant failli être expulsé, bien que certaines rumeurs circulent en ligne. Ce qui est clair, c'est qu'il a travaillé dur et a obtenu son diplôme en 1980, prêt pour un nouveau départ à l'université de Dennis. À Dennis, il a joué gardien de but pour l'équipe de hockey et a rejoint le club de théâtre. Bien que personne ne puisse confirmer que son premier rôle sur scène était dans Godspell ou qu'il ait vomi à cause du trac, les gens se souviennent de son engagement. Il s'est également impliqué dans la troupe d'improvisation de l'école et est devenu connu pour équilibrer le sport et le théâtre. Même des scènes de The Office ont fait référence plus tard à son passé de hockeyeur, comme l'épisode Threat Level Midnight. Ces années l'ont aidé à gagner en confiance et lui ont fait réaliser que la comédie était quelque chose qu'il voulait continuer à faire. Steve s'est spécialisé en histoire et a fait une mineure en théâtre. Il a obtenu son diplôme en 1944 après 4 années bien remplies à Denison. Bien que les histoires de farces sauvages dans les dortoirs impliquant du faux sang et des suspensions à Halloween n'aient pas été confirmées, Steve a maintenu les choses intéressantes. Il a animé une émission de radio sous le nom de Sapphire Steve Carell, a joué au hockey et a participé à plus de 50 spectacles d'improvisation avec un groupe appelé Burpee's CD Theatrical Company. Jennifer Garner, qui est également allée à Dennis, lui a une fois fait une farce sur un plateau de tournage avec son vieil équipement scolaire. Ces petits détails ont contribué à façonner ce qu'il était en tant qu'artiste. Ce groupe d'improvisation à Dennis Burpees est devenu une grande partie de l'histoire de Steve. Il s'est produit avec eux pendant ses études et s'est retrouvé plus tard pour leur 40e anniversaire en 2019. Des vidéos de 2024 le montrent plaisantant avec d'anciens camarades de classe à propos de Despicable Me. Il ne faisait pas seulement partie du groupe, il a contribué à le façonner. Aucune archive ne prouve que quelqu'un a eu une crise de nerfs sur scène et que Steve a dû sauver toute la performance. Mais ces histoires ne font qu'ajouter à sa légende. Ce qui est réel, c'est que son temps dans l'improvisation lui a appris à réfléchir rapidement et à faire confiance aux personnes avec lesquelles il était sur sa scène. Après l'université, il a obtenu un emploi de facteur à l'USPS à Littleton, dans le Massachusetts. Cela a duré environ 7 mois, se terminant en 1984 lorsque son patron lui a dit qu'il était trop lent.
Il s'est également fait mordre par un chien et a dû se faire soigner, ce qui a ensuite trouvé sa place dans ses sketchs comiques. Il conduisait une petite Toyota Corolla et ajoutait parfois des notes manuscrites aux lettres des enfants adressées au Père Noël. Il livrait même le courrier jusqu'à 22 heures pendant les vacances. Un pneu crevé le premier jour n'a pas non plus aidé. Mais ce travail, l'un des plus difficiles qu'il ait jamais eu, lui a enseigné l'endurance, la gentillesse et la patience. Cette même année, 1984, il a déménagé à Chicago et a auditionné pour Second City, le célèbre centre de formation à la comédie. Il n'a pas été admis tout de suite, mais il a continué à essayer. En 1949, il avait rejoint le groupe de tournée. Stephen Colbert, qui deviendra plus tard un ami proche, était son remplaçant. Steve a également joué dans des théâtres pour enfants et a été serveur pour survivre. Ce fut une ascension longue et fatigante à travers la fin des années 80, remplie de doutes, mais aussi pleine de petites victoires qui lui ont appris à continuer même lorsque les choses ne fonctionnaient pas. En 1989, il a obtenu son premier emploi d'acteur rémunéré dans une comédie musicale intitulée Nat's Cat Private Eye, qui a fait une tournée dans différentes villes. La même année, il est apparu dans une publicité pour Brown's Chicken. Il était enfin payé pour jouer, mais cela impliquait des sacrifices. Une histoire raconte qu'il a manqué une audition pour Saturday Night Live à cause de cette publicité pour le poulet. Ce moment a peut-être changé son chemin, mais cela lui a aussi donné une réelle expérience. Il est apparu plus tard dans une publicité pour McDonald's, vendant également un repas à seulement 3 $. De 1990 à 1996, il a enseigné l'improvisation à Second City tout en continuant à jouer. Certains étudiants ont dit qu'il était l'un des meilleurs professeurs qu'ils aient jamais eus. Bien qu'aucun incident vérifié ne mentionne quelqu'un qui aurait volé son matériel pour une émission rivale. Le passage de Steve à cet endroit a contribué à façonner non seulement sa propre carrière, mais aussi celle des autres autour de lui. Il y a également rencontré sa femme Nancy Walls. Elle a ensuite rejoint Saturday Night Live en 1995, tandis que Steve continuait à avancer dans des émissions plus petites. Tous deux ont eu des difficultés financières au début de leur mariage, comme la plupart des artistes, mais ils ont continué et, finalement, tout a fini par payer. En 1996, Steve Carell venait de quitter la scène d'improvisation de Second City à Chicago lorsqu'il a rejoint le Dana Carvey Show. Il s'agissait d'une émission de sketch audacieuse créée par Dana Carvey et Louis C.K., diffusée juste après Home Improvement sur ABC. Cette configuration à elle seule était folle. Les téléspectateurs se sont connectés en s'attendant à du divertissement familial et ont été accueillis à la place par un sketch de Bill Clinton allaitant des animaux. Des sponsors comme Taco Bell se sont immédiatement retirés. Cette première choquante a fait chuter l'audience de 19 millions à un peu moins. De 8 millions en une semaine. 7 épisodes plus tard, l'émission a été annulée le 30 avril. Carell, abasourdi et au chômage, a vu l'émission disparaître presque aussi vite qu'elle était apparue. Mais même dans l'échec, cela a marqué son véritable début à la télévision. Un sketch avec Stephen Colbert, où tous deux jouaient des serveurs nauséeux, leur permettrait finalement d'obtenir des postes au Daily Show. La même année, Carell a commencé à faire la voix de Gary dans Ambiguously Gay Duo, une parodie animée qui a été diffusée pour la première fois au Dana Carvey Show et qui a ensuite été transférée à Saturday Night Live. Stephen Colbert a fait la voix de son partenaire Ace. Les deux jouaient des super-héros pleins d'insinuations, une plaisanterie sur les vieilles rumeurs de bande dessinée, en particulier celle déclenchée par le livre de 1954, Seduction of the Innocent, qui affirmait que Batman et Robin étaient secrètement gays. Bien que cela ait été conçu pour être idiot, les sketchs ont attiré une haine sérieuse. Les groupes conservateurs étaient furieux. Carell a même reçu des menaces de mort anonymes. En 1998, SNL a dû interrompre temporairement les nouveaux épisodes de The Sketch. Des années plus tard, en 2005, il y a presque eu un film en direct avec Jim Carrey intéressé à se joindre, mais les studios étaient trop nerveux.
Pourtant, Carell a toujours considéré ce rôle comme un chapitre important de son parcours comique. Puis, en 1997, Carell a eu un petit rôle dans une sitcom de courte durée intitulée Over the Top avec Tim Curry et Annie Potts. Elle n'a été diffusée que pendant 3 épisodes avant qu'ABC ne la retire en novembre. Mais quelque chose d'étrange s'est produit sur le plateau pendant l'épisode 2. Le 15 septembre, un accessoire de cuisine a explosé, envoyant des étincelles à travers la pièce. Le bras gauche de Carell a été brûlé. Des brûlures au 2e degré en ont recouvert 5%. Les médecins se sont précipités et le tournage a été interrompu pendant une journée complète. Carell en a plaisanté plus tard, mais c'était un moment qui lui a fait sérieusement se demander si la télévision en valait la peine. Pourtant, il a persévéré. En 1999, les choses ont changé. Carell a rejoint le Daily Show avec Jon Stewart grâce à une recommandation de Colbert. Au cours des 6 années suivantes, il a réalisé plus d'une centaine d'interviews satiriques sur le terrain. Mais en 2002, l'un de ces segments, se moquant d'un maire de Floride qui avait tenté d'interdire le diable, a donné lieu à une véritable action en justice. Carell a été cité à comparaître et a failli devoir témoigner devant le tribunal. L'affaire a été réglée à l'amiable en 2003 pour 50 000 $. Il a admis plus tard que certains de ses segments le mettaient mal à l'aise, disant qu'il donnait l'impression de tirer sur des poissons dans un tonneau. Pourtant, son passage dans l'émission a affûté son débit impassible et a préparé le terrain pour The Office. Entre 1996 et 2000, Carell a également exploré les courts-métrages. L'un d'eux, Tomorrow's Weather, a remporté le prix du meilleur court-métrage au Festival du film de Chicago en 1998. Mais le succès est venu avec des ennuis. En 1999, un ancien collègue a accusé Carell d'avoir volé le scénario d'un court-métrage de 12 minutes sur la vie de bureau maladroite. La poursuite exigeait 100 000 $, bien qu'elle ait été réglée en 2000 pour une somme de 15 000 $, selon les rumeurs. Cela l'a ébranlé. Il est devenu plus prudent dans ses collaborations et certains disent qu'il a glissé des clins d'œil à cette épreuve dans The Office plus tard. Cela a failli épuiser ses économies, mais cela l'a rendu plus vif. Tout a changé en 2003 lorsqu'il a joué Evan Baxter dans Bruce Almighty. Le personnage de Jim Carrey a fait dire magiquement des bêtises à Evan lors d'une émission d'information en direct. Ce moment chaotique est devenu inoubliable. Le public a adoré et le succès a propulsé Carell sous les projecteurs. Cela a même conduit à un spin-off en 2007 intitulé Evan Almighty, où Evan devient un Noé des temps modernes. Une version supprimée plus sombre et plus intense de la scène de la salle de presse a été coupée parce qu'elle était tout simplement excessive. Mais les improvisations de Carell ont fait briller la version finale. Puis vint 2004. Cet été-là, Anchorman était sorti en salle. Carell a joué Brick Tamland, le météorologue désemparé, et la ligne « J'aime la lampe » était de l'improvisation pure. Dans un moment dégoûtant des coulisses, Brick mange quelque chose dans une poubelle. C'était censé être un hot-dog au falafel, mais l'accessoire était un vrai filtre à café rempli de gâteaux au chocolat, un emballage de cigarettes et une pièce de 10 cents. Carell l'a mangé encore et encore, faisant craquer tellement le casting qu'ils ont dû refaire la scène plusieurs fois. Le film est devenu un succès culte et a rapporté plus de 86 millions de dollars dans le monde entier. En 2006, Carell a fait la voix d'un écureuil hyperactif nommé Hammy dans Over the Hedge. C'était son premier grand rôle animé, mais ce n'était pas facile. Les dirigeants ont exigé tellement de reprises qu'il a perdu sa voix lors des premiers enregistrements de 2005. Pourtant, le film est sorti. En salle, en mai 2006 et a rapporté plus de 300 millions de dollars dans le monde. L'énergie de Carell a contribué à façonner le personnage. Les réalisateurs l'ont félicité pour avoir transformé un simple écureuil en quelque chose d'inoubliable. La même année, Little Miss Sunshine a été présentée en première. Carell a joué l'oncle Frank, un érudit au cœur brisé qui venait de tenter de se suicider.
Ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que Carell a perdu son vrai oncle pendant le tournage. Cette douleur a transpiré dans sa performance. Le film, réalisé avec un budget minuscule de 8 millions de dollars, a rapporté plus de 100 millions de dollars et a reçu 4 nominations aux Oscars. Carell a prouvé qu'il pouvait faire plus que de la comédie. Puis vint The Office. Il a commencé à être diffusé le 24 mars 2005. Le pilote a attiré plus de 11 millions de téléspectateurs, mais les chiffres ont rapidement chuté. À la fin de la saison, il avait perdu plus de la moitié de son public. NBC a failli l'annuler. La distribution pensait que c'était fini. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. 40 ans, toujours puceau, est sorti en août 2005. Carell y a joué et a contribué à l'écriture. Il a rapporté plus de 167 millions de dollars dans le monde. Ce succès a sauvé The Office. NBC l'a renouvelé. Dès la 2e saison, il a remporté un Emmy Award. À la saison 6, il s'est classé parmi les meilleures émissions pour les jeunes publics. Le Michael Scott de Carell était passé d'un patron maladroit à une icône culturelle. En janvier 2006, Carell a remporté un Golden Globe pour Michael Scott. Sur scène, il a lu une note de remerciement de sa femme qui a fait fondre les cœurs. Mais même à ce moment-là, certains téléspectateurs ne pouvaient pas séparer Carell de son personnage ringard. Il a reçu des lettres de haine, l'accusant d'être aussi insensible que Michael. Pendant la grève de la Writer Guild de 2007, Carell a refusé de franchir le piquet de grève. La production s'est arrêtée et les fans ont été laissés à attendre, mais les écrivains l'ont respecté plus que jamais. La haine a finalement disparu, surtout après le succès massif de Despicable Me en 2010. La comédie physique de Carell avait parfois un prix. Dans l'épisode The Injury de la saison 2, une scène impliquant du papier bulle utilisait son vrai pied. Dans un autre moment, il a vomi de faux vomi et a fini par se blesser. En 2005, il s'est même coupé la main sur un accessoire de plateau et a eu besoin de points de suture. De nombreuses scènes ont été improvisées. Il y a eu plus de 50 de ces moments pendant les 9 saisons. Cette imprévisibilité a rendu l'émission brute et réelle. En 2005, tout en jonglant avec The Office, Carell a coécrit et joué dans 40 ans, toujours puceau. La MPAA a failli lui attribuer une cote NC-17. La célèbre scène d'épilation de la poitrine n'était pas truquée. 5 caméras l'ont capturé en une seule prise douloureuse. Carell a crié si fort qu'il a crié « Kelly Kelly Clarkson ». Ce moment a resté. Le film a débuté à la première place avec 21 millions de dollars et a prouvé que Carell était plus qu'un simple personnage secondaire. Pourtant, tout ne s'est pas bien passé. En 2007, Evan Almighty est une assortie avec un budget de 175 millions de dollars. Parce que je pouvais, jusqu'à ce que le médecin dise « Attendez de commencer à boiter, puis faites une prothèse de hanche ». Alors, je suis allé chercher mon dent et j'incluant une inondation massive en a fait la comédie la plus chère de l'époque. Carell est tombé dans une brève dépression, se demandant si cela nuirait à sa carrière, mais il s'est remis rapidement. Plus tard, en 2010, Despicable Me est sorti en première. Carell a fait la voix de Gru, un méchant avec un étrange accent d'Europe de l'Est. Il a d'abord testé la voix sur ses enfants. Cela a fonctionné. Le film a rapporté plus de 543 millions de dollars, mais le rôle n'était pas facile. Carell a tellement forcé sa voix qu'il l'a perdue pendant 3 jours. Quand il a dû faire la voix du jumeau de Gru dans Despicable Me 3 en 2017, le travail vocal est devenu encore plus difficile. Mais le personnage est devenu une partie de lui. De 2006 à 2011, Carell a été nominé 6 fois aux Emmy Awards pour The Office. Il n'en a jamais gagné. Sa dernière année, 2011, a été la plus douloureuse. Jim Parsons a remporté le prix à sa place. Ce moment a poussé Carell vers des rôles sérieux. En 2014, Foxcatcher lui a valu une nomination aux Oscars. Même des années plus tard, ses co-stars disent toujours que les pertes d'Emmy étaient injustes. En 2011, il a joué dans Crazy, Stupid, Love. Il a joué un homme essayant de reconstruire sa vie après un divorce douloureux.
Mais pendant le tournage, il s'est mis à fouler la cheville et a dû utiliser une doublure pour les scènes de course. Le film a quand même été terminé à temps et a rapporté plus de 145 millions de dollars. Son mélange d'émotions et d'humour a montré le chemin parcouru. En 2010, alors que la saison 6 de The Office touchait à sa fin, Steve Carell ne voulait pas partir. Il l'a dit clairement à son manager. Il était prêt à rester au moins 2 ans de plus. Il était prêt à continuer. Il aimait l'émission. Mais NBC n'a rien dit. Ils n'ont pas fait d'offre. Ils n'ont pas entamé de pourparlers. Ils ont laissé la date limite passer dans le silence. Ce silence a fait mal. Les gens en coulisses le sentaient aussi. Kim Ferry, la coiffeuse de l'émission, a déclaré que Steve était dévasté. Brian Whittle, l'opérateur de la perche, s'est souvenu comment. Un petit commentaire de Steve lors d'une interview à la BBC s'est transformé en gros titre. Pourtant, NBC n'a pas décroché le téléphone. Ce silence en disait plus que des mots, même avec l'émission qui obtenait de bonnes cotes d'écoute et qui était toujours aimée par des millions de personnes, même avec le film Date Night de Carell, qui rapportait 152 millions de dollars en 2010, NBC a agi comme si elle s'en fichait. Et cela a brisé quelque chose. Cette interview à la BBC en avril 2010, où Steve a dit avec désinvolture que la saison 7 pourrait être sa dernière, n'était pas une décision finale. Il ne le pensait pas de cette façon. Il parlait juste honnêtement. Son contrat se terminait, oui, mais il ne s'était pas encore décidé. Ce commentaire a explosé dans les médias. Mais la vraie histoire a commencé après que les caméras se soient arrêtées de tourner. NBC n'a encore rien dit. Ce silence était assourdissant. Les membres de l'équipe étaient choqués. Kim Ferry a confirmé qu'il ne voulait pas partir. Il avait le cœur brisé. L'émission venait de terminer une saison avec près de 9 millions de téléspectateurs. Elle avait déjà remporté 4 Emmy, mais Steve avait l'impression que la chaîne ne l'appréciait pas. La seule personne qui aurait pu se battre pour lui, le producteur Ben Silverman, avait déjà quitté NBC l'année précédente. Avec son départ, il ne restait plus personne pour protéger le cœur de l'émission. Tout s'effondrait en coulisses. En janvier 2011, NBC a confié les rênes à Bob Greenblatt. Il était désormais en charge du divertissement au moment où le contrat de Steve touchait à sa fin. Mais Greenblatt n'était pas un fan de l'émission. Il l'a prise pour acquise. Il n'a pas essayé de réparer tous les dégâts. Il n'a pas couru après Steve. L'audience était toujours d'environ 7 à 9 millions chaque semaine. Mais pour la nouvelle NBC, ces chiffres semblaient faibles. Ils ne réalisaient pas ce qu'ils avaient. Randy Cordray, le responsable de la production en coulisses, a déclaré que la froideur de Greenblatt avait scellé le départ de Steve. Peu importait que Carell ait remporté un Golden Globe pour Michael Scott. Peu importait que Despicable Me vienne de rapporter 543 millions de dollars dans le monde entier. NBC a tourné le dos au seul acteur qui avait porté l'émission depuis le premier jour. Des années plus tard, Greenblatt a parlé de faire revenir l'émission, mais il n'a jamais parlé des dommages que son silence avait causés. Steve avait voulu rester, non pas pour l'argent, mais pour les gens. Au public, Steve a essayé de faire croire que c'était facile. Dans des interviews, il a dit que c'était une décision familiale. Il voulait être là pour Nancy et leurs enfants. Il avait fait 7 saisons et il avait l'impression que c'était le bon moment. Mais les proches de l'émission connaissaient la vérité. En coulisses, ce n'était pas un choix clair. C'était un départ forcé. La directrice de casting Allison Jones a qualifié cela de déconcertant. Elle savait que Steve avait prévu de renouveler, mais NBC n'avait fait aucune offre, aucune tentative. L'histoire orale de l'émission par Andy Green, publiée en 2020, a tout révélé. Les fans étaient stupéfaits. À ce moment-là, The Office avait accumulé 42 nominations aux Emmy Awards. Même après son départ, la carrière de Steve a continué de monter en flèche. Rien qu'en 2011, Crazy Stupid Love a rapporté 142 millions de dollars. Et pourtant, la façon dont NBC l'avait traité ressemblait à une froide trahison. Aujourd'hui, alors que la valeur de la syndication de l'émission atteint 2 milliards de dollars, il est clair à quel point NBC l'a mal jugé.
Puis, 20 mai 2013, le final de The Office, un mariage, une surprise. Steve est revenu. Il est entré dans la scène pour le grand jour de Dwight et Angela. Tout le monde pleurait, tout le monde riait. Carell a appelé cela une torture émotionnelle. Il avait fait 201 épisodes et c'était son adieu silencieux. Jenna Fischer a dit que les émotions venaient par vagues. Angela Kinsey a dit que cela l'avait frappé comme un coup d'œil. Point. Steve a gardé son caméo non crédité. Il a même menti à David Letterman juste pour garder le secret. Ce moment signifiait tout, non seulement pour les fans, mais aussi pour la distribution. C'était une clôture, c'était de la douleur, c'était de la joie, c'était tout cela. Même après son départ, Steve portait toujours l'émission dans son cœur. Le final a attiré 5,7 millions de téléspectateurs. Les codes d'écoute ont bondi de 20%. Michael Scott était rentré à la maison, même si ce n'était que pour un instant. En 2014, Steve a de nouveau choqué tout le monde. Cette fois, ce n'était pas de la comédie, c'était Foxcatcher. Il a joué le milliardaire John Dupont et il ne ressemblait plus à Steve. Les prothèses étaient étranges. Ses co-stars Mark Ruffalo et Channing Tatum l'ont évité sur le plateau, le faux nez, la voix étrange. Il était presque méconnaissable. Cette distance a aidé sa performance. Cela lui a fait se sentir seul, tout comme Dupont. Et cela a fonctionné. Le 22 février 2015, il a obtenu sa première nomination aux Oscars. Il avait pris le plus grand risque de sa carrière. Il était entré dans l'obscurité et Hollywood a finalement vu sa profondeur. Il ne s'est pas arrêté là. En 2017, Despicable Me 3 est sorti. Steve a fait la voix de Gru et du frère perdu de Gru, Drew. Le film a rapporté plus d'1 milliard de $. C'était le 4e film d'animation le plus rentable à l'époque. Sa voix était devenue emblématique. Pharrell Williams a de nouveau fait la bande originale. Même avec des critiques mitigées, les enfants et les familles ont adoré. La comédie de Steve, sa chaleur, sa voix, cela comptait toujours. Cela fonctionnait toujours. En 2019, il est revenu à la télévision avec The Morning Show. Cette fois, ce n'était pas un rire. C'était un scandale. C'était un drame. Il s'agissait du côté sombre des médias. Il a travaillé aux côtés de Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. La 2e saison a été filmée pendant que la production s'est arrêtée en mars 2020. Les décors ont été figés. Des tasses à café étaient encore posées sur les bureaux. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Steve, comme tout le monde, a vécu cette période étrange. L'émission a capturé cette peur, cette confusion, ce compte à rebours. À travers tout cela, Steve est resté terre à terre. Il a épousé Nancy Walls le 5 août 1995. Ils se sont rencontrés en faisant de l'improvisation. Ils ont élevé 2 enfants, Elizabeth et John. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont ri ensemble. Ils ont gardé la vie simple. En 2009, Steve a même acheté un magasin général dans le Massachusetts juste pour rester connecté à la vie normale. Il a gagné des millions. Il les a achetés restés gentils. En 2011, il a gagné 17,5 millions de $. En 2025, le 15 juin, l'Université Northwestern lui a décerné un doctorat honorifique en art. Ses enfants étaient là. Ce moment disait tout. La célébrité ne l'a pas changé. Puis vint Space Force en 2020. Une comédie Netflix, une satire inspirée d'une véritable branche militaire. Steve a joué le général Mark Nerd. L'émission a coûté environ 17 millions de $ par épisode. Il y avait des moments absurdes, comme essayer d'envoyer un chien et un chimpanzé dans l'espace. Ce n'était pas parfait. Certaines personnes n'ont pas compris la blague, mais Steve s'est présenté. Il a essayé quelque chose de nouveau, à nouveau. Et puis, il y a eu cette vente aux enchères en juin 2019. Steve s'est présenté en secret. C'était un événement caritatif. Le prix était un dîner avec lui. Il a misé 31 000 $ sur lui-même pour que personne d'autre ne puisse gagner. Il a donné l'argent, mais il n'a pas eu à manger avec des inconnus. Les fans ont appelé cela le geste le plus Michael Scott de tous les temps.
Il a donné et il a ri en le faisant. Et en mars 2025, il a fait quelque chose d'inoubliable. Des incendies de forêt avaient frappé Los Angeles. Des enfants avaient tout perdu. Les balles de promo ont été annulées. Steve s'est associé à une association caritative appelée Alice's Kids. Il a payé des billets pour 800 aînés. Cela a coûté environ 175 000 $. Il a même fait une vidéo pour l'annoncer. On avait l'impression de revoir cet ancien épisode de Scott Stotts, mais cette fois, c'était réel. Cette fois, la promesse a été tenue, et cela voulait tout dire.